Mais mon propos va s'articuler en 3 niveaux. Premier niveau, je pense que sur cette question-là, il nous faut rappeler quelques éléments constitutifs des populismes et des extrêmes droites. Deuxième niveau, il nous faut nous attacher sur ce que nous appelons, avec d'autres auteurs à la suite de Ronald Eluard, la transformation des valeurs des Européens et qui conditionne l'émergence, l'enracinement, ou pas du tout, de ce type de mouvement politique. Lui, un troisième niveau, insister sur quelques points communs à ces partis, mais aussi quelques différences entre ces différents partis. Premier point, la question des éléments constitutifs du populisme et de l'extrême droite. Je commencerai par le populisme. Il y a, dans la littérature, il y a 3 traits distinctifs du populisme. Il y a ce qu'appelait d'abord Margaret Canavan le principe de la démocratie rédemptrice, c'est-à-dire que ces mouvements ont une conception idéale du peuple, et que le peuple doit être au plus près du pouvoir. Seul le pouvoir est légitime s'il est dans le peuple, et qu'il n'y a pas de délégation de pouvoir du peuple ou un minima de délégation du peuple. Ces populistes placeront donc dans leur agenda la question du mandat impératif, donc l'inverse de la démocratie représentative, placeront la question du référendum d'initiative populaire ou du référendum décisionnel, etc., etc. Deuxième élément principal dans la définition des populismes, c'est un discours anti-élitaire. L'idée que le pouvoir a été confisqué, ou est en train d'être confisqué, par des groupes d'intérêt, quels qu'ils soient d'ailleurs, et que ces groupes d'intérêt remettent en cause l'homogénéité du peuple ou de l'État-nation, ou même de groupes sociaux inférieurs dans le domaine économique et social. Alors ce discours anti-élitaire, élitaire ou élitiste, prend différentes formes, mais c'est une constante du populisme. Troisième élément constitutif principal, il y en a d'autres, du populisme ou des populismes, c'est ce que notamment un auteur français, Pierre-André Taguieff, a rappelé sur le populisme identitaire. C'est-à-dire que, après la dénonciation de la démocratie, sa critique de la démocratie représentative, après la dénonciation des élites à l'intérieur du corps social ou au sommet de l'État, se pose la dénonciation de l'autre extérieur, qu'il soit le gouvernement des institutions supranationales ou qu'il soit, bien entendu, les questions de l'immigration, de l'immigré, de l'autre, etc., ou de la minorité sociale, de la minorité religieuse ou d'autres formes de minorité. Donc, ce sont 3 traits principaux du populisme. Il y en a d'autres, mais je pense qu'il est important de les avoir en tête. L'extrême droite, c'est beaucoup plus difficile dans la littérature. Personnellement, je connais une trentaine de définitions de l'extrême droite, mais il y a aussi quelques traits distinctifs qui caractérisent l'extrême droite. Il y a, comme dans le populisme, la question identitaire, identitariste, mais avec une question plus importante sur le terrain culturaliste, sur le racialisme, parfois, essentiellement, sur ce qu'on appelle le différentialisme culturel, et sur la croyance forte que les peuples ont une origine bien précise, ont un développement naturel, et que tout corps étranger, que ce soit un corps culturel, un corps social, un corps linguistique ou religieux, remettrait en cause cette origine. Bien entendu, les extrêmes droites, ou l'extrême droite, a aussi un rapport particulier à l'autorité et à l'État. À l'État, au sens que l'État apparaît, et le gouvernement généralement, apparaît comme celui qui incarne au mieux le peuple, la volonté de continuer ce peuple d'origine, et c'est pour ça que les extrêmes droites ont un rapport particulier, notamment au rapport État-économie, au rapport État et société, ce qui les distingue de certains partis populistes. Et puis, troisième élément important de l'extrême droite,
c'est son rapport tout simplement à la démocratie représentative, la démocratie délibérative, la démocratie même populaire ou populiste, n'est pas forcément leur idéal et leur idéal en politique. Il y a l'antipluralisme démocratique qui les caractérise, jusqu'à ne pas participer ou à utiliser d'autres moyens pour exercer ou pour arriver au pouvoir. Alors, si nous avons ces traits distinctifs, grossiers, principaux des populismes et des extrêmes droites, voyons un deuxième niveau, je vous dis, la transformation des valeurs des Européens. Depuis maintenant une trentaine d'années, voire 40, de nombreux sociologues et politologues travaillent sur l'évolution des valeurs des Européens, et d'ailleurs dans d'autres sociétés en Amérique du Nord. Or, on s'aperçoit que le consensus qui existait autour de la démocratie libérale, de la question de l'État-providence, du consensus, du respect de la diversité, etc., a eu tendance à s'effriter ou à être réaligné auprès de populations très différentes en Europe. Il y a un nouveau rapport pour des Européens à la question de l'autorité, à la question de la sécurité, à la question de la place du libéralisme culturel ou du libéralisme économique. Il y a un autre rapport aussi à la construction européenne. J'insiste sur ce point parce que avec certains auteurs, mais pas tous, ne partagent cette option-là, nous ne parlons plus de fièvre populiste ou de fièvre d'extrême droite, nous parlons bel et bien d'enracinement politique dans certains systèmes politiques de l'Union européenne, jusqu'à participer, à cause de cette transformation des valeurs d'une partie des Européens, de leur participation aussi, directement ou indirectement, à l'exercice du pouvoir, soit en soutien parlementaire, comme au Danemark, par exemple, dans les feux coalitions danoises, soit à la participation au gouvernement dans des coalitions très hétéroclites, droite-droite, centre-droit en Italie, dans le cadre suisse, forcément à cause du système politique suisse, une coalition beaucoup plus large, mais aussi parfois avec, dans les pays d'Europe centrale et orientale, des coalitions extrême droite, partis socialistes, notamment en Slovaquie. Troisième élément, les traits distinctifs et les traits communs de l'ensemble de ces partis. Je vous l'ai déjà dit, d'un point de vue programmatique ou d'un point de vue des traditions politiques, ces partis n'ont pas le même rapport à l'économie, à l'État, à la société, etc., etc. Nous avons des partis qui, par exemple, ont un agenda que l'on qualifierait de libéral national, c'est-à-dire ils concilient leur attachement à la nation, à la promotion de la nation, avec un fort agenda du libéralisme économique. Notre collègue Crépon en parlera pour l'UDC suisse notamment. Mais d'autres ont, sur la même question, un agenda social national, social. Par exemple, le nouveau Front National de Marie Le Pen, ce n'était pas le cas du Front National des années 80 de son père. C'est le cas, ça a été le cas aussi du Vlaams-Blok avant sa transformation en Vlaams-Belang. C'est le cas aussi d'une partie de l'extrême droite ou de la droite extrême en Italie, dont l'un de ses principaux responsables, sur ce versant social national, est décédé récemment, Pino Rauti, qui était l'un des chefs de l'extrême droite italienne. Alors sur cette question, il y a des divergences sur les questions économiques et sociétés. Il y a aussi des divergences sur la question du rapport religion et politique, par exemple. Il y a des partis qui ont assurément un agenda visant à promouvoir une religion particulière, ou du moins un ensemble de valeurs religieuses particulières, alors que d'autres ont un agenda que nous pourrions qualifier de laïciste, avec des va-et-vient d'ailleurs dans le même parti, suivant les générations de leaders ou suivant les circonstances politiques. Par exemple, je prends l'exemple de l'Italie, mais j'en reviendrai un petit peu plus tard, la Ligue lombarde, par exemple, au début des années 90,
avait un agenda laïciste, très dénonciateur de l'emprise de l'Église catholique sur la société italienne, pour, au début des années 2000, adapter, au contraire, un agenda prétendument chrétien, ou réellement chrétien d'ailleurs. Sur d'autres questions, il y a aussi des différences fondamentales sur les questions sociétales et de société. On l'oublie souvent, les extrêmes droites et les populismes de droite n'ont pas le rapport, la même chose sur le corps et la maîtrise du corps, sur les droits, par exemple, actuels discutés dans le domaine matrimonial, dans le domaine de l'adoption, etc. Il y a des partis qui ont un agenda clairement de conservatisme social et d'autres qui ont un agenda hédoniste, si on peut qualifier ainsi, sur ces questions-là. Et là aussi, cela demande un travail très important parce que on croit qu'ils partagent tous le conservatisme social, ce n'est pas vrai du tout. Et sur la longue durée, ce n'est pas vrai du tout. Alors il y a en revanche des traits communs, bien sûr, j'ai insisté sur 3 types de diversité, mais il y a des traits communs. 3 traits communs principaux. Premier trait commun, qui a d'ailleurs constitué, j'allais dire, leur fond de commerce de départ, et qui constitue un élément distinctif toujours de leur identité, de leur programme, et même de leur action lorsqu'ils participent ou non à des coalitions gouvernementales, c'est bien sûr le domaine migratoire. Le rejet de l'immigration, qu'elle soit externe ou interne, avec un continuum et un degré de rejet très différents, mais qui est quand même commun. Il y a la dénonciation de l'immigration, pas simplement illégale, mais l'immigration qui est vécue aussi, et on retrouve un trait commun, sur le mode différentialisme, l'impossibilité de l'intégration de nouvelles populations qui auraient des origines ethniques, sociales, religieuses, philosophiques, etc., très diverses à la société d'accueil. Il y a un deuxième trait commun à l'ensemble de ces partis d'extrême droite ou de ces partis de ces partis populistes de droite, c'est bien entendu le rapport à la construction européenne et le rejet clair, méthodique, de plus en plus affirmé de la méthode communautaire comme moyen d'intégration européenne, au bénéfice soit d'une Europe des peuples, de l'Europe des nations, de l'Europe des souverains. Il privilégie pour certains soit un anti-européisme pour les plus radicaux d'entre eux, d'autres vont privilégier simplement des instruments de coopération en Europe et pas du tout ce que nous avons dans l'Union européenne, dans les feux premier, deuxième et troisième piliers. Feu, premier pilier, c'est tout. Et puis un troisième élément commun à ces partis, c'est le rapport à l'autorité, à la sécurité, que ce soit dans le domaine de l'intérieur, du maintien de l'ordre, de la justice, mais aussi du rapport dans la politique de l'éducation. La place de l'autorité est un élément essentiel de la structure de leur discours et de leur programme, et que nous soyons, j'allais dire, de l'UDC suisse à la Ligue lombarde, en passant par les mouvements polonais, slovaques, etc., ou autrichiens. Il y a toujours cette question de l'autorité comme point commun essentiel, et qui renvoie à l'ensemble des questions économiques, sociales et politiques. J'ajouterai une dernière chose avant de laisser la parole à mes collègues. Lorsque nous avons commencé à étudier ces questions, à la suite notamment de Piero Ignazzi, un politologue italien connu, lorsque nous regardions les 27 démocraties de l'Union européenne, émergentes, puisque c'était au début des années 90, il n'y avait que quelques États qui avaient connu, ou qui connaissaient le développement de ce type de formation politique. Or, aujourd'hui, si nous faisons une photo instantanée, ici en novembre 2012, nous voyons qu'à l'exception de 6 à 7 États, tous les États de l'Union européenne connaissent ce type de mouvement, soit d'enracinement, soit quand même de vagues suivant certaines, avec des systèmes politiques très différents. Le système autrichien, le système néerlandais,
système français ou italien, n'ont pas du tout les mêmes règles de fonctionnement classiques, n'ont même pas un rapport à l'état de droit et à la démocratie, mais tous ont connu le développement de ce type de mouvement et leur enracinement électoral. Puis un deuxième trait que je voudrais insister aussi, c'est que la force électorale de ces partis politiques, mais aussi la capacité de mieux en mieux rationaliser leurs propositions, d'avoir un agenda politique qui, dans certains États, est beaucoup plus maîtrisé, déborde largement leur parti d'origine, leur famille d'origine. Et on peut dire qu'à la transformation des valeurs d'une partie des Européens, on a assisté aussi à une transformation des systèmes de partis à droite, notamment sous l'influence de ces partis politiques populistes de droite et ou d'extrême droite. Alors, je vais vous parler du Front National, plus précisément du Front National depuis que Marine Le Pen a pris sa tête, c'est-à-dire au début de l'année 2011. J'étudie à peu près ce parti politique depuis le milieu des années 90 et je fais ce qu'on appelle de l'immersion, c'est-à-dire je fais des enquêtes de terrain, je vais voir les militants, les leaders, les sympathisants, parfois juste les électeurs, et je fais ce qu'on appelle un travail qualitatif d'entretien, de partager des fois des moments avec des militants, mais également des fois d'observer des actions militantes afin d'essayer de comprendre ce qui se passe et de comprendre l'attrait de ce parti politique. Alors je travaille à visage découvert, c'est-à-dire je me fais passer pour ce que je suis, c'est-à-dire un chercheur qui fait un travail, et je dois dire que si dans les années 90 c'était compliqué d'enquêter au sein de ce parti politique, depuis que Marine Le Pen a pris la tête de ce parti, c'est devenu beaucoup plus facile. C'est devenu beaucoup plus facile et elle s'est montrée beaucoup plus conciliante avec les chercheurs, avec les journalistes, et je pense que ça participe de sa stratégie de dédiabolisation sur laquelle je vais revenir. Alors, le Front National, je n'ai pas le temps de faire un balayage historique de ce parti politique, je vais juste le prendre à partir des années 1980, c'est-à-dire à partir de son émergence électorale. Le Front National est créé en 1972, à l'époque c'est une sorte de groupuscule au sein duquel son leader, Jean-Marie Le Pen, essaye de rassembler toutes les composantes de la mouvance de l'extrême droite. Le premier choc, la première émergence électorale de ce parti se fait en 1983, des élections municipales à Dreux, puis l'année suivante, en 1984, lors des élections européennes. Alors, le Front National des années 1980, c'est un Front National qu'on pourrait qualifier de droite extrême, c'est-à-dire qui serait une sorte de condensé de toutes les caractéristiques de la droite, accentuée. C'est-à-dire, à l'époque, Jean-Marie Le Pen cultive un conservatisme moral, strict, mais également, comme l'a dit mon collègue Philippe Poirier tout à l'heure, un ultralibéralisme économique. Les modèles de Jean-Marie Le Pen de l'époque, c'est Ronald Reagan, c'est Margaret Thatcher, donc Le Pen veut laisser l'État à ses seules fonctions régaliennes, et il faut se souvenir qu'à l'époque, par exemple, il traite la droite du gouvernement de rose pâle, c'est-à-dire qui serait un peu trop socialiste. Son électorat de l'époque, c'est un électorat qui est issu de la bourgeoisie ou de la boutique, c'est-à-dire des petits commerçants, des artisans, et c'est un électorat qui est en quelque sorte traumatisé par l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, de la gauche de François Mitterrand. En 1986, à la faveur d'un scrutin qui est devenu proportionnel, le Front National envoie 35 députés à l'Assemblée nationale, réussit à constituer un groupe, jusqu'en 1988, où là, les socialistes gagnent à nouveau les élections, le scrutin redevient majoritaire, et à ce moment-là, le Front National perd ses députés.
On arrive aux années 1990, et les années 1990, c'est vraiment un basculement idéologique au sein du Front National. Et il va y avoir toute une recomposition au sein de ce parti. J'ai pu assister à cette recomposition, puisque c'est à cette époque que j'ai commencé les premières enquêtes. Et on va voir un Front National qui va de plus en plus s'intéresser aux questions sociales. On voit germer des affiches, par exemple, avec écrit « Le social, c'est le Front National ». Et notamment des affiches qui représentent des ouvriers, des travailleurs, dans un style un peu néo-réaliste, du fascisme italien. C'est assez saisissant. On voit les premières critiques du capitalisme émerger, assez virulentes, notamment déjà les critiques des ravages de la mondialisation. Et le Front National, qui dans les années 70-80 cultivait un anticommunisme virulent, voit l'ennemi désormais non plus à l'Est, mais à l'Ouest, à savoir ce sont les États-Unis, qui sont le parangon de la mondialisation, qui constitue la menace principale, notamment de par l'hégémonie de son modèle culturel, font peser une menace pour l'intégrité culturelle de la nation. Alors, il y a deux causes qui permettent d'expliquer cette réorientation idéologique. La première cause, c'est la cause internationale, c'est la chute du mur de Berlin, qui n'oblige plus l'extrême droite à se positionner par rapport au parapluie nucléaire américain, et qui voit le Front National se tourner alors vers des groupuscules essentiellement intellectuels qui, dans le courant des années 1970, cherchaient les fondements d'une troisième voie entre capitalisme et communisme. Et puis il y a une deuxième raison qui est qu'à partir du début des années 90, l'électorat du Front National commence à changer et ça devient de plus en plus un électorat populaire. Le Front National devient en 1995 le premier parti chez les ouvriers en France. Il supplante le Parti socialiste et le Parti communiste. Il devient le deuxième parti représentant chez les employés et également le premier parti représentant les chômeurs. Donc on est là dans un Front National qui prétend représenter les catégories populaires. Et alors que dans les années 80, on avait un Front National qui prétendait représenter le peuple, c'est-à-dire le peuple comme une entité qui transcendait tous les clivages, le Front National commence à avoir un discours où il intègre la notion de classe sociale. Ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Et ce tournant social, à l'époque, est incarné par le mouvement de jeunesse du Front National, le Front National de la jeunesse, qui à l'époque est dirigé par Samuel Maréchal, qui était le gendre de Jean-Marie Le Pen, et qui est, pour la petite histoire, le père de Marion Maréchal Le Pen, la nièce de Marie Le Pen, qui vient d'être élue députée à l'Assemblée nationale lors des dernières élections législatives. On a un autre mouvement idéologique dans les années 90, qui est incarné par un autre leader du Front National qui s'appelle Bruno Maigret. Alors Bruno Maigret, c'est un leader qui, lui, vient de la droite de gouvernement, il vient du Parti gaulliste, du RPR, et c'est quelqu'un qui vient au Front National avec certains collègues qui, comme lui, ont fait des grandes écoles, ce sont des gens qui sont tout à fait formés, qui ont une culture technocratique et qui veulent imprimer au sein du Front National une culture de gouvernement. L'objectif de Bruno Maigret, c'est de faire tomber le cordon sanitaire qui s'est constitué autour du Front National, qui empêche toute alliance entre la droite de gouvernement et le Front National, de façon à permettre ces alliances, et ce qui est pour Maigret un moyen finalement d'arriver au pouvoir, et qu'on prend un petit peu le Front National comme un tremplin vers le pouvoir. Et donc on assiste à l'époque à un conflit assez virulent au sein du Front National entre la stratégie de Samuel Maréchal, qui lui se positionne sur un discours social, ou plutôt sur un discours ni droite ni gauche, et la stratégie de Bruno Maigret, qui lui s'inscrit, on va dire, dans une optique un peu républicaine. Il prend
quelque sorte la défense de certaines valeurs comme la laïcité. Jean-Marie Le Pen, fidèle à ses habitudes, donne des gages aux uns et aux autres et afin de pouvoir mieux régner. On sait ce qu'il est advenu du conflit qui a eu lieu finalement entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. Ça a fini par la scission du Front National. Et finalement, c'est Jean-Marie Le Pen qui a réussi à asseoir à nouveau son autorité au sein du Front National. Alors, j'ai fait ce petit rappel historique pour vous montrer que ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen, en fait, est vraiment l'héritière de ces années 1990, en ce sens qu'elle a emprunté aussi bien au Front National de la Jeunesse et à son discours social dans les années 90, qu'à la stratégie de Bruno Maigret, qui était une stratégie qu'on va qualifier en quelque sorte de républicaine, et de donner des gages démocratiques afin d'éviter d'effrayer les électeurs et de pouvoir arriver plus facilement au pouvoir. Alors, il y a un événement qui permet d'expliquer son revirement stratégique, c'est le 21 avril 2002, c'est-à-dire lorsque Jean-Marie Le Pen, lors de l'élection présidentielle, se qualifie pour le second tour. On a souvent l'impression que cet événement a été vécu par les membres du Front National de l'époque comme une immense victoire, ce qui a été le cas en partie, mais par ailleurs, pour beaucoup de leaders du Front National que j'ai interviewés, notamment Marine Le Pen, des gens comme Marie-Christine Arnautu, des gens comme Steve Briouat, des gens de la garde rapprochée de Marine Le Pen, tous ont vécu cet événement comme une tragédie et comme une défaite. Puisqu'ils réalisent à ce moment-là, devant la mobilisation sans précédent qui s'est faite durant l'entre-deux tours, que jamais le Front National n'arriverait au pouvoir avec la stratégie qui était celle de Jean-Marie Le Pen. D'où la nécessité d'imprimer une réorientation idéologique, et ça Marine Le Pen le conceptualise dès 2002. Dès 2002, elle met en place un groupe de réflexion au sein du Front National qui s'appelle Génération Le Pen, et dans lequel, au sein duquel, avec quelques-uns de ses fidèles, il commence à mener une réflexion sur cette nécessaire réorientation stratégique. Et il y a tout déjà, les ingrédients, tout ce qu'elle met en place aujourd'hui est déjà conceptualisé à cette époque. Alors, la première de ce concept, c'est ce qu'on a appelé la notion de dédiabolisation. Et lorsque Marine Le Pen commence à émerger sur la scène politique, elle se démarque de son père, notamment sur certains sujets très sensibles, comme la Seconde Guerre mondiale et la question du génocide, du judéocide, où elle indique que la Shoah constitue, selon elle, le summum de la barbarie. Elle se déclare républicaine, démocrate, elle met en avant les valeurs de la laïcité, mais également elle a compris que l'électorat du Front National étant de plus en plus populaire, venant de plus en plus des catégories précarisées, celles qu'on peut appeler les catégories perdantes de la mondialisation, il y a besoin de tenir un discours social qui soit susceptible de séduire ces populations. Et donc c'est ce qui permet d'expliquer que Marine Le Pen, durant la campagne présidentielle de 2012, a tenu un discours qui était finalement très social, avec la volonté d'augmenter le salaire minimum de 200 €, tout un discours assez étonnant pour qui était habitué à des discours traditionnellement libéraux, on va dire, qui étaient tenus par son père. Alors, naturellement, la pierre angulaire du programme du Front National reste la question identitaire.
socle idéologique du Front National. Et finalement, si vous prenez le programme, hein, tout est décliné à travers l'identité, qu'il s'agisse des emplois, hein, des logements sociaux, de la fermeture des frontières. Hein, il s'agit à chaque fois de préserver l'identité, donc réserver les emplois aux Français, réserver les logements sociaux aux Français, réserver les écoles, fermer les frontières, sortir de l'Union européenne. Donc tout se décline à travers cette thématique identitaire. Donc à ce niveau-là, le programme du Front National n'a pas changé. Le programme est quasiment le même. Ce qui a changé, c'est davantage les discours. Et au niveau, en ce qui concerne ce discours de cette stratégie, je vais dire, de la dédiabolisation, Marine Le Pen et son équipe se sont beaucoup inspirés, et ça ils le reconnaissent tout à fait ouvertement lorsqu'on leur pose la question, ils se sont beaucoup inspirés de mouvements néopopulistes européens, tels que notamment le PVV de Geert Wilders dans les Pays-Bas. Hein, Geert Wilders qui, sur la question des mœurs, par exemple, est un libéral. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans un conservatisme moral. Donc c'est quelqu'un qui ne s'oppose pas à l'avortement, c'est quelqu'un qui dit défendre la cause homosexuelle, qui défend les droits des femmes, contre la menace que leur ferait subir, soi-disant, les musulmans. Elle s'inspire également, à ce niveau-là, des discours d'Oskar Freisinger, hein, de l'UDC en Suisse. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que ces deux partis n'ont pas de racines d'extrême droite, à proprement parler. Hein, le PVV de Geert Wilders est issu, on va dire, des mouvements conservateurs néerlandais, où l'UDC c'est un parti agrarien qui est plutôt ultralibéral sur le plan économique, mais qui en tout cas est également libéral sur la question des mœurs. Et ça, ce sont véritablement des inspirations pour Marine Le Pen qui vont lui permettre de légitimer et de réorienter sa stratégie libérale en matière de mœurs. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer, par exemple, que dans certains discours, Marine Le Pen prenne la défense ouvertement des homosexuels. Alors, il faut faire attention, hein, elle ne défend pas le mariage qu'on appelle le mariage homosexuel, elle ne défend pas leurs droits, mais en tout cas, elle dénonce le fait qu'ils puissent être menacés dans certaines zones où vivent d'importantes populations d'origine arabo-musulmane. Il en va de même pour les femmes, il en va de même pour les juifs, hein, donc elle se prétend comme étant le meilleur défenseur des juifs. Donc, si le programme n'a pas changé, au niveau du discours, au niveau de l'idéologie du mouvement et de sa stratégie, il y a toute une réorientation qui est en train de se faire et qui essaye finalement de, comment je pourrais formuler ça, de faire conjuguer les valeurs libérales avec le nationalisme et avec la xénophobie. Et ça, c'est une orientation qu'on voit dans beaucoup de pays d'Europe, hein, Philippe Poirier l'a mentionné, et à mon avis, c'est véritablement là que constitue le plus grand défi pour les démocraties européennes. Et je conclurai en disant que dans mes enquêtes de terrain, j'ai rencontré beaucoup de jeunes militants, parfois très jeunes, hein, 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui ont rallié le Front National dans le sillage de Marine Le Pen et qui tenaient un discours qui disait finalement, tant que c'était Jean-Marie Le Pen, je ne pouvais pas aller. C'était pas possible, ses outrances, son antisémitisme affirmé, son racisme outrancier, le fait que par exemple ils disent qu'ils croyaient en l'inégalité entre les races, toutes ces provocations sur la Seconde Guerre mondiale, c'était quelque chose qui les empêchait de rallier le Front National, quand bien même ils pouvaient partager beaucoup de ses idées. Et avec Marine Le Pen, il y a vraiment un verrou qui a sauté. Il y a une séduction qui s'est opérée. Marine Le Pen, c'est une femme qui est finalement jeune, qui est divorcée 2 fois, qui vit dans une famille recomposée. Il
Il faut savoir que dans son entourage, et elle s'en cache à moitié, on compte beaucoup de gens qui sont homosexuels, qui ne se cachent pas d'être homosexuels. Donc il y a vraiment quelque chose, elle affiche un visage tout à fait libéral, qui rassure les jeunes générations, qui séduisent énormément. Et à mon avis, c'est à travers cette conjugaison entre valeurs libérales et discours nationaliste et xénophobe, c'est là-dessus qu'il faut travailler aujourd'hui, parce que c'est ce qui annonce les succès du national-populisme de demain. Mein Statement wird sich zunächst mal beschäftigen mit einem Spektrum, was, glaube ich, zutreffenderweise als neonazistisch zu bezeichnen ist, in einem zweiten Schritt mit einem Spektrum, was rechtspopulistisch genannt werden kann und was im Vergleich zum europäischen Ausland in der Bundesrepublik Deutschland sehr schwach entwickelt ist, wofür es, glaube ich, Gründe gibt, über die man diskutieren kann. Und ich werde zum Schluss ein bisschen was sagen, dass es gleichzeitig in der Bevölkerung ein Einstellungspotenzial gibt, das zum Auftreten von Parteien führen könnte in vergleichbarer Größenordnung zu anderen europäischen Ländern. Die zentrale Partei im Bereich der extremen Rechten in der Bundesrepublik Deutschland ist die NPD, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, die in 2 Landtagen vertreten ist mit Abgeordneten. Und dies, und das ist im Vergleich zu den späten 1960er Jahren, als die Partei schon mal in Landtagen damals in Westdeutschland saß, eine neue Entwicklung. Sie sitzt dort nämlich seit 2 Legislaturperioden, das heißt, sie ist nicht nur einmal über die in der Bundesrepublik relevante 5%-Hürde gekommen, sondern ein zweites Mal, was für eine Partei, die in der Öffentlichkeit weitgehend stigmatisiert ist, ein erheblicher Erfolg ist. Die Partei ist 1964 gegründet worden und hat, ich sage es ein bisschen salopp, sehr viel schlechtere Zeiten gesehen und verfügt jetzt über einen relativ umfangreichen Stamm von Erfahrenen, und zwar erfahren sowohl in der parlamentarischen Arbeit als auch bei Aktivitäten auf der Straße, also über einen erfahrenen Stamm von Kadern, mit denen sie eine Vielzahl von Aktivitäten organisiert. In den letzten Monaten war dies insbesondere eine Kampagne gegen den Euro bzw. gegen die EU-Mitgliedschaft. Als die NPD 1984 das erste Mal zum Europaparlament kandidierte, hat sie den Austritt der Bundesrepublik aus der EU gefordert. Das ist die Linie, die sie auch heute vertritt. Sie betont gleichzeitig, und ich glaube, dass es da eine Reihe von Parallelen zu anderen Parteien der extremen Rechten oder des Rechtspopulismus auch in Europa gibt, sie betont zugleich, dass sie nicht antieuropäisch sei. Da gibt es dann bestimmte Vorstellungen, wie dieses Europa aussehen soll. Stichworte sind ja schon genannt. Das Besondere an der NPD, das ist die Abkürzung für diese Nationaldemokratische Partei Deutschlands, ist, dass sie sich in den letzten 20 Jahren stark zu einer offenen oder eindeutig zu einer offenen neonazistischen Partei entwickelt hat. Das heißt, das, was es in der Zeit davor an Rücksichtnahmen gab, wo es Bemühungen gab, sich seriös in der Öffentlichkeit darzustellen, diese Phase ist sozusagen vorbei. Das hat unter anderem damit zu tun, dass in den 1990er Jahren eine ganze Reihe von Kadern und Aktivisten von neonazistischen Kleingruppen, die verboten worden sind, in die NPD hineingegangen sind und dort Funktionen übernommen haben und auch den Kurs der Partei beeinflusst haben. Dieser Bezug zum Nationalsozialismus vor 1945 drückt sich sehr unterschiedlich aus, zum Teil in öffentlichen Stellungnahmen, in programmatischen Bezügen, in den Stellungnahmen zu historischen Figuren des Nationalsozialismus. Diese Partei, ich hatte erwähnt, dass sie in 2 Landtagen vertreten ist, hat insbesondere in diesen Bundesländern, also in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern, beide in Ostdeutschland, ein gewisses Maß an sozialer Verankerung. Das heißt, es sind dort nicht Protestwähler,
die diese Partei gewählt haben, sondern sie kann sich dort auf eine Verankerung in den Kommunen stützen, in den häufig Dörfern oder in den kleineren Städten. Die Tatsache, dass die NPD in den Landtagen in der Bundesrepublik sitzt, markiert eine wichtige Veränderung im Spektrum der extremen Rechten. Wir haben in der Bundesrepublik auch seit den späten 1980er Jahren durchgängig Parteien der extremen Rechten in Landtagen gehabt mit Abgeordneten, aber in den 1990er Jahren waren es Parteien wie die Republikaner, die sozusagen auch eine Partei trotz dieses Namens eine Partei der extremen Rechten waren, die aber sehr stark auf eine Koalition mit den Christdemokraten und den Konservativen orientiert haben. Und wir hatten die Deutsche Volksunion, die in Sachsen-Anhalt, in Bremen, in Schleswig-Holstein, in Brandenburg dann auch im Landtag waren. Das sind aber gemessen an der NPD gemäßigte Parteien der extremen Rechten. Das heißt, wir haben innerhalb dieses Spektrums der extremen Rechten eine Radikalisierung zu Organisationen, die offen nationalsozialistisch auftreten und die stark verankert sind in gewalttätigen Milieus. Die NPD hat im Moment ungefähr 6.000 Mitglieder. Das verändert sich relativ schnell, jetzt nicht in großen Größenordnungen, aber doch um einige hundert, weil es neben der NPD ein personenmäßig noch größeres Spektrum gibt von sogenannten neonazistischen Kameradschaften. Das sind in der Regel örtlich oder regional auftretende Gruppierungen mit 50 bis 100 Mitgliedern, die ganz bewusst sich außerhalb also die eine andere Organisationsform gewählt haben als die Partei oder auch als Vereine mit gewählten Funktionsträgern, weil sie der Ansicht waren und sind, dass sie damit staatlichen Verbotsmaßnahmen weniger ausgesetzt sind. Das hat sich als empirisch falsch erwiesen, aber das war sozusagen zunächst mal der Gedanke, als dieses Organisationsmodell entwickelt wurde, dass diese Gruppierungen vor allem regional und lokal ihre Mitglieder rekrutieren, heißt nicht, dass sie nicht auch überregional tätig sind, dass sie nicht handlungsfähig sind. Auch diese Gruppierungen sich dann in Netzwerken zusammenfinden, organisieren politische Kampagnen, organisieren Demonstrationen und ähnliches. Und die NPD hat sozusagen starke Überschneidungen zu diesem Spektrum. Also es gibt Kameradschaften, die im Frühjahr eines Jahres noch als eigenständige Kameradschaften fungieren, aber im Herbst dann möglicherweise unter Gliederung der NPD sind. Also da gibt es sehr diffuse Strukturen. Und wir haben seit inzwischen 10 Jahren ein Phänomen, wo es eine Strömung gibt, die sich autonome Nationalisten nennt. Das sind auch im öffentlichen Kontext bei Demonstrationen beispielsweise gewalttätig auftretende Gruppierungen, die die Auseinandersetzung auch mit der Polizei suchen und die in ihrem Stil, in ihrer Ästhetik, wie sie auftreten, von der politischen Linken, von den linken autonomen Stilelementen übernommen haben. Also beispielsweise ein in schwarzer Kleidung auftreten, den sogenannten schwarzen Block imitieren. Dieses Spektrum der Kameradschaften, auch die neonazistisch orientiert, und die NPD sind in der Lage, an jedem Wochenende in der Bundesrepublik durchschnittlich 2 bis 3 Demonstrationen durchzuführen. Das heißt, sie sind auch in vielen Kommunen eine Herausforderung für demokratische Akteure, wie man also mit dem offenen Auftreten von Neonazis in der Stadt, in der Gemeinde umgeht. Und dieses Spektrum ist ein gewaltorientiertes Milieu, aus dem, das Stichwort ist vorhin schon gefallen, in Thüringen in den frühen 1990er Jahren sich eine Gruppierung entwickelt hat, die inzwischen unter dem Namen Nationalsozialistischer Untergrund bekannt geworden ist und die für 10 Morde, 14 Banküberfälle, mindestens
2 Sprengstoffanschläge verantwortlich ist und wo in der Bundesrepublik Deutschland in mehreren Untersuchungsausschüssen ergründet wird, wie es möglich sein konnte, dass eine solche Gruppierung über einen so langen Zeitraum unerkannt tätig ist. Und diese Untersuchungsausschüsse beschäftigen sich auch mit der Frage, was hätten die Sicherheitsorgane wissen können oder müssen, oder was wussten sie vielleicht, ohne dass das zu Konsequenzen geführt hat. Das ist, glaube ich, ein eigenes Thema, aber ich kann natürlich in der Diskussion dazu noch mehr sagen. Das zweite Spektrum, über das zu sprechen sein wird, ist der organisierte Rechtspopulismus. Und da muss man in der Bundesrepublik sagen, dass die auf der Ebene, also bundesweit und auch auf der Ebene der Bundesländer erfolglos sind. Also es gibt Gruppierungen, die zwar im kommunalen Kontext Wahlerfolge haben und in den kommunalen Stadtparlamenten sitzen, aber alle Versuche, solche Organisationen auszuweiten und bei Wahlen erfolgreich zu sein, sind bis jetzt gescheitert. Es gibt innerhalb dieses Rechtspopulismus unterschiedliche Ansätze, wenn Sie so wollen. Es gibt einzelne, wo das Personal eindeutig aus dem Spektrum der extremen Rechten kommt. Das gilt beispielsweise für Pro Köln, aber es gibt auch Organisationsansätze, wo das politische Akteure sind, die aus der Christdemokratie, von den Konservativen kommen. Beide sind allerdings erfolglos, jedenfalls bis jetzt. Ein dritter Punkt, den ich erwähnen möchte, weil ich glaube, dass er wichtig ist und vielleicht auch die Frage aufwirft, was die Situation in der Bundesrepublik von anderen europäischen Ländern unterscheidet und warum es diese Unterschiede gibt, ist, dass es eine Reihe inzwischen von Langzeitstudien gibt, die sich mit den politischen Einstellungen in der Bundesrepublik beschäftigen. Es gibt eine 10-jährige Studie, die Wilhelm Heidmeier von der Universität Bielefeld gemacht hat. Es gibt eine ebenfalls inzwischen 10-jährige Untersuchung von Einstellungen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und beide Einstellungsuntersuchungen zeigen eigentlich, dass es für eine rechtspopulistische Partei, vielleicht sogar für eine offen nationalsozialistische Partei entsprechendes Einstellungspotenzial in der Bevölkerung gibt, was von diesen Organisationen bis jetzt nicht abgerufen wird. In der letzten Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ist vor wenigen Tagen vorgestellt worden, war das Ergebnis, dass es in Ostdeutschland, also in den ostdeutschen Bundesländern, 15,8% der Bevölkerung gibt, die ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, und in Westdeutschland 7,3%. Geschlossen rechtsextremes Weltbild meint, dass sie nicht nur einzelnen ausländerfeindlichen Äußerungen zustimmen oder dass sie sozusagen auch nicht alleine für einen autoritären Staat oder eine Führerfigur plädieren, sondern dass es also eine Kumulation der Zustimmung zu solchen Aussagen kommt. Die Zustimmungswerte zu Aussagen, die Ausländerfeindlichkeit, die Antisemitismus messen und so weiter, für sich im Einzelnen ist jeweils höher. Ich will nur nennen die Zahl zum Thema Ausländerfeindlichkeit: 21,7% in Westdeutschland und 38,7% in Ostdeutschland. Die Frage, die sich sozusagen auch natürlich aus Sicht derjenigen ergibt, die im rechtspopulistischen oder rechtsextremen Spektrum unterwegs ist, warum gelingt es nicht, sozusagen dieses große Potenzial tatsächlich zu organisieren? Ich würde sagen, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die jetzt nicht im Detail auszuführen sind, aber eine wichtige Antwort ist, zum Teil sind diese Wähler, oder diese Personen, die sich nicht als rechtsextrem verstehen, gebunden an andere Parteien, an demokratische Parteien, die im Bundestag, in den Länderparlamenten sitzen. Zum Teil sind sie im Bereich der Nichtwähler zu finden, die aus unterschiedlichen Gründen ihre Stimme für die dann im Angebot befindliche Partei nicht abgeben. Ich glaube aber, dass in der Bundesrepublik, und das mag ein spezifischer Unterschied sein, den man in der Diskussion vertiefen kann, dass es in der Bundesrepublik eine lange und ich glaube in gewisser Hinsicht auch wirksame Praxis der Stigmatisierung von politischen Akteuren aus dem Bereich des Rechtspopulismus und der extremen Rechten gibt, also rechts von der CDU, von den Konservativen.
Diese Stigmatisierung bezieht sich sozusagen nicht auf Einstellung. Da habe ich Ihnen gezeigt mit ein paar Stichworten, dass es diese Einstellung gibt, aber auch darauf sozusagen solchen politischen Akteuren über Wahlen oder über andere Formen, die sichtbar sind, Zustimmung zu kommen.